Les gars, j'ai une toute nouvelle fournée de figurines à vous présenter pour améliorer vos listes d'armées. Parce que bon, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un wargamer? L'immense steppe. J'avais pas pensé à ça, mais quoi d'autre? Un rapide coursier. Oui. Des faucons à ton poing. Et les gars, il a pris quoi, lui? Et le vent dans tes cheveux. Bon, sortez-moi ça, là, y a personne qui a mieux, là? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Merci, Arnold. Salut les roommates, ici c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode, cet épisode 2 des meilleures figurines de Warhammer 40 000. Au passage, vous pouvez retrouver le premier épisode juste ici, vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu, mettre un pouce bleu là-dessous si le format vous plaît, et bien évidemment me dire ce que vous pensez de ce top dans les commentaires, et me dire aussi quelle figurine vous aimeriez voir dans un prochain top. Allez, on commence tout de suite avec un de mes chouchous du moment. D'un côté, toutes ces unités sont mes chouchous du moment, mais bon, on va parler du prince démon ailé. On en prend Children. Mais avant ça, laissez-moi vous l'introduire. Il s'agit d'un ancien Space Marines du chaos qui a poussé sa dévotion envers Slaanesh, le dieu des excès en tout genre, et qui a obtenu la carte VIP level maximum. Résultat, eh bien, il reçoit sa carte de fidélité au chaos, et il est transformé en prince démon. Il a désormais des ailes. Par contre, gagne aussi une voix auto-tunée à la Kenny West, et une libido qui ferait passer Mia Khalifa pour une fille prude et chaste. On est sur une figurine qui a un mouvement de 14 avec ses ailes, une endurance de 9, une sauvegarde normale à 2+, une invulnérable à 4+, 10 points de vie, un 6+ au niveau du commandement et un 3 à l'objectif contrôle. C'est un monstre qui donc ne traverse pas les murs, donc on va devoir le placer assez intelligemment pour pas avoir à contourner les ruines, mais on va pouvoir bénéficier d'une petite règle qui va nous permettre de le mettre quand même un petit peu au frais et ne pas se faire tirer dessus trop facilement. De base, dans ces règles, lorsque vous allez faire des dégâts sur cette figurine, elle va diminuer le nombre de dégâts de 1, ce qui le rend vraiment très endurant et surtout assez résilient. Mais la petite pépite au niveau de son profil, en plus d'être une grosse mule de corps à corps, c'est qu'avant même de faire du corps à corps, lorsque vous allez entrer dans la phase de charge, et lorsque vous terminez ce mouvement de charge, vous allez pouvoir sélectionner l'unité ennemie avec laquelle vous êtes engagé, et vous allez jeter un nombre de dés équivalent au nombre de points de vie qu'il vous reste. Donc si vous êtes full, vous allez jeter 10 dés. Sur chaque 4+, vous allez infliger une blessure mortelle à l'unité ciblée. Évidemment, vous avez une limite, vous ne pouvez pas en infliger plus de 6. Même si c'est pas pour ça qu'on va le prendre, on peut quand même parler de son canon infernal, c'est l'arme de tir qui vous permet donc de faire 3 tirs à 24 pas avec une force de 5, une pénétration d'armure de -2 pour 2 dégâts. C'est toujours ça de prix, mais c'est pas pour ça qu'on le prend, on le prend parce qu'il meule au corps à corps. Ouais, le garçon il tape avec des armes infernales, donc 2 profils différents, vous allez pouvoir taper donc là aussi en 2+, vous allez au choix avoir une arme de force 8, qui fera 6 attaques, avec une pénétration d'armure de -2 pour 3 dégâts directs. Ou alors, si vous choisissez le profil de balayage, vous allez pouvoir faire 14 attaques, en 2+ là aussi, mais cette fois-ci, vous serez de force 6, avec pas de pénétration d'armure malheureusement, et un dégât de 1. Ce mec-là, il vous coûte 200 points, c'est assez cher, mais la figurine est vraiment extrêmement jouée, on en voit 2 voire 3 dans les listes Emperor Children. Maintenant, avec cette hausse de coût en points au niveau du profil, peut-être qu'on en verra un petit peu moins, mais je pense qu'on en jouera un systématiquement dans toutes nos listes. D'ailleurs, si vous jouez le détachement que j'aime bien en ce moment, que tout le monde joue un petit peu et que apparemment est le plus performant, en tout cas au niveau, ça va être la coterie des orgueilleux, puisque dans ce détachement-là, vous avez une amélioration qui va lui permettre, c'est le gage de servitude éternelle, qui lui permet de revivre en faisant un test de commandement, une fois qu'il a été tué, et de revenir avec des 6 points de vie restants. C'est chiant, hein, il faut se le dire, puisque cette figurine-là, une fois que vous allez l'avoir gérée, ben, elle va revenir. Donc c'est à prendre en compte, c'est une amélioration qui coûte 25 points, donc ce qui vous pousse le profil à 225 points, ce qui est, je vous l'accorde, un petit peu cher, mais le garçon va vraiment meuler tout ce sur quoi il va tomber. Et pour maximiser sa létalité, vous avez éventuellement un stratagème qui vous permet, pour un point de commandement, de relancer tous ces jets de touche. Donc quand on est en 2+ relançable, ça commence à être pas déconnant du tout. De mon point de vue, ce mec-là, je le vois jouer comme un énorme missile que vous allez balancer dans les lignes adverses instantanément pour lui mettre la pression. Maintenant, comme je vous le disais au début, cette figurine-là ne traverse pas les murs, vous allez devoir donc la mettre de manière à pouvoir la déplacer facilement entre les décors avant de pouvoir charger. Mais vous avez une règle de base dans son profil qui lui permet de devenir agent solitaire lorsqu'il est à moins de 3 pas d'une unité d'infanterie. Donc ce que je vous conseille éventuellement de faire, vous pouvez éventuellement le mettre mordant la ligne dans votre zone de déploiement ou même un tout petit peu en retrait, et vous avez juste à mettre une unité à vous d'infanterie devant lui à moins de 3 pas. Vous mettez cette unité-là dans une ruine et comme ça votre adversaire ne pourra pas cibler votre prince démon aussi facilement que ça. Ça va être le moyen le plus safe de le mettre un petit peu au frais en attendant qu'il impacte au corps à corps. Mais de base, ce mec-là,
Il est plutôt indépendant, on va le jouer de manière à balancer directement de la menace chez l'adversaire, il va être obligé de le gérer, et s'il n'arrive pas à le gérer, on va vraiment faire très très mal. C'est pour ça que généralement on le voit en plusieurs exemplaires, puisque ça vous laisse plus de chances d'impacter votre adversaire au corps à corps, et surtout, ça fait beaucoup plus de choses à gérer pour lui, sachant que les Emperor Children se déplacent très très vite. Dès qu'on a des princes démons avec des ailes à gérer et que derrière il y a toute la marmaille qui arrive, plus les Noise Marines, etc., vite se retrouver très débordé, donc moi j'adore cette figurine. On passe ensuite aux Reverse Space Marines. C'est l'unité qui a été la première à lever la main lorsque Gulliman a dit « Oh les gars, qui veut se déguiser en croque-mitaine de manière à traumatiser les ennemis, qui plus est par pur plaisir professionnel ?» On les reconnaît facilement grâce à leur look, puisqu'ils ont des armures allégées. Bon, il faut pas se leurrer, allégées pour eux, mais pour nous, ça reste des armures de 200 kg. Des masques de crâne à mi-chemin entre Call of Duty et le Punisher, lorsqu'ils ont fait une très mauvaise soirée cosplay. Des couteaux de combat gros comme des planches à découper, et un harnais d'escalade, parce que la subtilité passe toujours par le fait d'arriver par le 23e étage d'un immeuble, déguisé en Jason Voorhees en disant « Mange tes morts ». Les Reavers ne sont pas là pour combattre avec honneur, non, non, ils sont vraiment là pour faire peur. Bon, pour faire peur peut-être uniquement sur le papier, parce que concrètement quand on les joue, c'est pas pour la frayeur qu'elle fait à l'ennemi, ni pour les dégâts qu'elle va pouvoir infliger, mais en tout cas, on a quelques mécanismes qui sont assez intéressants, et je trouve que cette unité est particulièrement intéressante à jouer. On est sur des Marines de base, qui ont une endurance de 4 pour 2 points de vie, une sauvegarde à 3+, un objectif contrôle de 1, un leadership comme d'habitude, et en plus de ça, à la manière des scouts, ils vont pouvoir faire un mouvement de 6 avant le début de la bataille et après avoir su qui avait l'initiative. C'est super intéressant. Mais il n'y a pas que ça, parce que je pense que c'est typiquement un peu ce genre d'unité comme les scouts qu'on pourrait jouer dans toutes les listes Space Marines, même si moi je les apprécie particulièrement en Blood Angel, parce que je suis un joueur Blood Angel. Mais ils ont cette particularité au corps à corps d'infliger des malus à l'objectif contrôle, puisque en aura autour d'eux à moins de 6 pas, toutes les unités ennemies se verront leur objectif contrôle baisser de 1. C'est super important pour récupérer les objectifs. En plus de ça, au début de chacune des phases de combat, toutes les unités qui sont engagées avec vos Reavers vont devoir faire un test de Battle Shock, et celui-ci devront le faire à -1. Et sur certaines armées, ça peut vraiment être très très fort, et ça peut vous permettre de récupérer assez facilement des objectifs. On pourrait éventuellement les combiner avec un lieutenant en armure Phobos, 55 points, quand eux coûtent 80 points par 5 et 160 par 10. Le lieutenant Phobos pourrait leur permettre, lorsqu'ils arrivent des frappes en profondeur ou lorsqu'ils sont à la phase de tir, quoi qu'il arrive, lorsqu'ils auront tiré, ils pourront se déplacer derrière de 6 pas. Et ça, justement, couplé à cette frappe en profondeur, lorsque vous arrivez près d'une unité qui est à portée d'un objectif, vous allez arriver des frappes, vous allez tirer sur l'unité, vous allez pouvoir vous en rapprocher de 6 pas, éventuellement mettre vos pieds sur les objectifs, et pourquoi pas infliger des malus, du moins essayer de récupérer l'objectif à votre adversaire. La combo est peut-être pas ultra jouée parce que ça coûte quand même beaucoup de points, et dans ces cas-là, si on met le lieutenant en armure Phobos, on va avoir envie de jouer les Reavers par 10 pour qu'ils gagnent tous ce bonus-là, et surtout bénéficier aussi d'un Lethal Hit, c'est-à-dire le fait de pouvoir directement blesser votre adversaire lorsque vous faites des 6 à la touche, mais ça coûte un petit peu trop cher. Je pense pas qu'on verra énormément cette combo là, et peut-être qu'à la limite le seul environnement où on pourrait l'avoir c'est en Blood Angel, parce que avec le bon détachement Blood Angel, vous tapez plus à force 4, mais bien à force 6 lorsque vous chargez. Vous avez en plus de ça de base 4 attaques de couteau de combat à PA-1 dégâts 1, si vous êtes Blood Angel et que vous avez chargé, vous allez faire 5 attaques, donc on commence à avoir 10 gars qui pourraient éventuellement faire 50 attaques. Avec le petit lieutenant en armure Phobos qui va bien, ils auront le mot-clé, donc Lethal Hit, ça commence à être sympa. Maintenant, encore une fois, la combo coûte assez cher. Moi, j'ai tendance à les jouer en escouade de 5 dans mon armée Blood Angel. J'en joue un pack, peut-être voire 2, ça dépendra de comment évolue le jeu dans les prochaines semaines, mais en tout cas, j'en vois quasiment systématiquement un pack dans chaque armée, même toutes les armées Space Marines, parce que ultra intéressant d'avoir ce contre d'objectif qui va vous permettre vraiment mettre des malus à votre adversaire et d'essayer de récupérer ou du moins de nuller des objectifs, puisque c'est comme ça qu'on gagne une partie. Au passage, en parlant de Space Marines, ce samedi matin à partir de 11 h, vous pourrez retrouver toute la gamme Space Wolf, les toutes nouvelles figurines fraîchement sorties que vous pourrez retrouver donc en précommande avec le codex chez le partenaire de la chaîne. Vous avez l'habitude, My Hobby Place. Je vous invite à la fin de votre panier à créditer la Wargame Room. Ça permet de récupérer un peu de sous, ça vous en fait pas dépenser plus, et en plus de ça, les figurines sont moins chères qu'ailleurs. Bon, maintenant on va s'attaquer à un gros morceau puisque je vais vous parler des Faucheurs Noirs Eldar. Ça fait un petit moment que je voulais vous en parler, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais j'ai un petit peu, on va dire, étayé le propos pour vraiment pousser le truc, vraiment la débilité au maximum. Les Dark Reapers, ce sont les Eldari qui ont décidé que la subtilité, les danses acrobatiques, les shurikens tourbillonnants et les pirouettes, c'est pas leur cam. Alors eux, ils se sont dit, moi je veux exploser n'importe quoi à 1 km avec des armes qui font le bruit d'un générateur nucléaire qui éternue.
Pour l'occasion, ils ont mis un masque de crâne, parce que ça fait peur, une armure noire, parce que ça fait peur, et une arme destructrice bien plus grosse que leur ego. C'est un peu comme si Batman et Skeletor avaient fusionné dans un elfe de 2 mètres de haut, qui fait la gueule dans un coin avec une arme de destruction massive. On est sur du guerrier aspect assez classique, puisqu'on va avoir un mouvement de 6, une endurance de 3, une sauvegarde normale à 3+, une invulnérable d'aspect de guerrier aspect à 5+, un point de vie pour les gars de base, 2 points de vie pour l'exarque de l'unité, un leadership à 6+, et un objectif contrôle de 1. À savoir qu'on aura le droit d'avoir un petit token, un petit pion par tranche de 5 figurines qui va vous permettre de faire plein de petites choses très rigolotes, non seulement en premier lieu de changer un de vos jets de dés par un 6. Et ça va être très utile, vous allez voir pourquoi. Bien évidemment, ces tokens, vous les utilisez une fois par bataille, après vous les jetez, vous ne pouvez pas les utiliser plusieurs fois. Dans leur règle spéciale, ils ont la possibilité d'ignorer tous les modificateurs possibles à la touche, donc vous ne pourrez jamais leur infliger un -1 pour toucher ou avoir un -1 pour être touché, ça c'est sûr. Et leur arme principale, ça va être un Reaper Launcher qui va avoir 2 modes de tir assez intéressants et qui ignore quoi qu'il arrive tous les couverts. Moi mon préféré, 48 pas, on va avoir un tir de force 10 du 3+, avec une pénétration d'armure de -2 pour 3 dégâts directs. Donc les Terminators, ça dégage. Ou alors un profil avec un petit peu plus de tir puisque vous en aurez 2 par arme, toujours à 48 pas, toujours sur du 3+, mais cette fois-ci vous n'aurez qu'une force de 5 et une pénétration d'armure de -2 pour un seul dégât. Les squads vous coûtent 90 points par 5 et bien plus cher par 10 puisque c'est 195 points, mais ça paraît logique parce que lorsqu'on va jouer cette unité-là et qu'on va vouloir vraiment en faire une unité coup de poing, on va les jouer par 10. Et là où ça devient drôle pour vous et pas du tout pour votre adversaire, c'est qu'on a plusieurs moyens, plusieurs paramètres à mettre en compte pour pouvoir les améliorer et faire que vraiment cette unité, elle va meuler tout ce sur quoi elle va tirer. Bon, déjà de base, si vous voulez jouer dans le détachement des guerriers aspects, la règle du détachement vous précise que au début de chacune des phases de tir ou de combat, vous allez pouvoir sélectionner le fait de soit relancer vos jets de touche de 1, soit relancer vos jets de blessure de 1. Bien évidemment, vous allez les embarquer dans un serpent, puisque ça va les protéger. Ce dernier se déplace énormément, et encore plus grâce à la transe guerrière, mais en plus de ça, une fois que vous aurez débarqué, que vous aurez tiré, et que ça sera donc la fin de la phase de combat après cette phase de tir, vous allez pouvoir, pour un point de commandement dans ce détachement, faire réembarquer directement les figurines dans votre serpent si elles sont à portée de ce dernier. Ce qui sera le cas puisque vous aurez débarqué à moins de 3 pas de la figurine, enfin du transport, vous allez tirer sur votre ennemi, après il va se passer la phase de combat, votre ennemi va rien vous faire non plus, et à la fin de votre phase de combat, vous rembarquez dans votre transport et vous êtes content. Un autre stratagème vous permet de gagner plusieurs mots-clés, alors l'ignore cover, mais ça on s'en fout parce que vous les ignorez déjà de base avec cette unité-là grâce à leurs armes, mais vous allez pouvoir gagner le mot-clé éventuellement touche létale ou le mot-clé touche soutenue 1. Pour rappel, touche létale, du moment que vous ferez un 6 à votre touche, vous allez blesser automatiquement la cible, il fera directement ses sauvegardes sans passer par votre jet de blessure. Et pour ce qui est de la touche soutenue 1, lorsque vous allez faire des 6 à la touche, vous allez proquer un tir supplémentaire. Donc ça commence à être pas rigolo du tout, surtout que ce stratagème-là, si vous choisissez de dépenser un de vos tokens, si vous en avez 2 dans une escouade de 10, vous allez avoir la possibilité d'avoir les 2 bonus débloqués. Mais c'est pas tout parce que si vous ajoutez à ça un autarque dans l'unité, vous allez avoir la possibilité d'utiliser un stratagème à -1 point de commandement. Et ça va être assez important pour eux puisque on va avoir envie d'utiliser des stratagèmes sur eux quasiment à chaque tour, au moins le fait de réembarquer, voire pourquoi pas aussi d'avoir la touche soutenue et la touche létale. Donc on sera très content de rajouter un petit autarque dedans pour pouvoir bénéficier de ce bonus-là. Mais c'est pas tout, parce que c'est là que ça commence à devenir encore plus intéressant. Vous pouvez aussi booster cette unité-là en ajoutant Likis. Pas dans l'unité, il ne peut pas accompagner cette unité-là, mais Likis est un personnage Eldar qui, lorsqu'il tire sur une unité ennemie, va pouvoir donc la marquer en quelque sorte. Et derrière, toutes les unités de votre armée Eldari vont déclencher leur touche critique sur des 5+, et non plus sur du 6+. Là, je vous laisse faire le cheminement avec touche soutenue, touche létale, plus le fait d'avoir un dernier token qui vous permet de changer un de vos jets de dés en 6, plus le fait d'avoir une reroll éventuelle à la touche de 1 ou à la blessure de 1 derrière, ça commence à être pas déconnant du tout, et Likis est super intéressant, je vous invite à aller regarder son profil. La technique va être de rapprocher Likis, parce que lui il va tirer avec moins grosse portée que eux, de cibler donc l'unité ennemie que vous voulez dézinguer, et après vous faites le taf avec les Dark Reapers. Mais c'est pas fini, parce que là aussi vous pouvez rajouter Eldrad Ultran, qui est un super beau personnage à Eldari. Pareil, vous ne le mettez pas dans cette unité-là, il ne peut pas y entrer de toute façon. Vous allez pouvoir le jouer indépendamment, et lui, il va pouvoir, à 18 pas, cibler une unité ennemie et vous faire gagner un +1 à la blessure. Là, on commence à cumuler pas mal de boosts. Certes, ça coûte assez cher. Mais en plus de ça, si vous voulez la petite cerise sur le gâteau, vous jouez un marcheur Eldar qui, lui, lorsqu'il va tirer sur une unité ennemie, va pouvoir lui aussi la marquer, et dans ces cas-là, vous aurez un -1 à la PA supplémentaire.
Donc là les gars, on commence à tirer avec des armes qui vont proquer des touches critiques sur des 5 et des 6. On va pouvoir relancer le jet de touche de 1, admettons, si on a choisi ça comme bonus avec nos guerriers aspect. On va pouvoir dépenser un stratagème pour -1 PC, donc avoir le fait de rembarquer dans un transport gratuitement et ou débloquer l'autre stratagème qui permet d'avoir touche fatale et touche soutenue. En plus de ça, +1 à la blessure et en plus de ça, +1 à la pénétration d'armure. Donc on va finir par tirer avec des armes qui vont faire une PA -3 à 3 dégâts flat. Ça rigole absolument pas du tout. Bon, maintenant, prendre avec des pincettes, les gars, cette combo-là, elle vous coûterait excessivement cher. Pas vu de marcheur Eldar dans les listes, parce que ça coûte encore un certain nombre de points. On n'est pas obligé non plus de mettre l'Autarque, parce que là aussi, ça coûte des points. Les deux figurines que je vais voir assez systématiquement, non loin de ces unités-là, ça va être peut-être Lycis et éventuellement Eldrad Ultran. Les Eldar coûtent assez cher en points, on les met dans un transport, donc ça coûte encore plus cher. La combo peut très rapidement, si vous voulez tout mettre en mode salade tomate-oignon, la combo peut très vite vous coûter plus de 600 voire 700 points, et c'est beaucoup trop cher pour une seule unité d'Eldar qui derrière, bah, si on se fait détruire le serpent, ils vont crever, hein. Donc faut pas non plus mettre tous vos œufs dans le même panier, notamment dans cette version de jeu où on joue aussi pas mal de MSU. Je suis pas sûr qu'on fera la combo complète, mais en tout cas vous avez l'éventail complet de ce qu'on peut faire avec des faucheurs noirs. Bon là on va descendre dans les mines radioactives, au cœur de la révolte ouvrière, et non, je ne vais absolument pas vous faire une analyse complète sur le communisme, mais on va parler là des acolytes hybrides du culte Genestealer. C'est au passage un sujet bien plus intéressant. Bon, le culte Gen, c'est comme un mélange de syndicats révolutionnaires, de sectes cosmiques et de très mauvais cosplay des tyrannides. En gros, ce sont des mecs, des meufs, des yels, ou toute personne qui s'identifierait éventuellement à une table basse ou un radiateur et j'en passe, qui sont assez humanoïdes pour encore passer pour des ouvriers standards, mais aussi suffisamment dégénérés et mutants pour avoir des bras en trop, des yeux chelous et un amour douteux pour l'acide biologique en spray. Ils ont globalement deux passions dans la vie, hein. Travailler dans des conditions déplorables et faire exploser des structures impériales. On les retrouve bien évidemment dans toutes les professions réservées aux gueux et aux smicards, hein. Les mineurs, les mécaniciens, les contrôleurs de la SNCF ou même les conseillers téléphoniques. Bref, on est sur un profil assez classique, hein, de pimpins, gardes impériaux, culte gen, bref, on est sur un mouvement de 6, une endurance de 3, un seul point de vie, une sauvegarde toute pourrie à 5, un leadership à 6+, et 2 d'objectifs contrôle, puisque ces mecs-là sont une unité de ligne. Ce qui veut dire que, en plus de, lorsque vous en jouez 20, d'avoir 40 d'objectifs contrôle sur un objet de la map, vous allez en plus avoir une règle spéciale qui vous permet de garder cet objectif sous votre contrôle, même si vous barrez de l'objet, même si vous n'êtes plus à portée de ce dernier, bah vous allez quand même le garder. Donc ça, c'est très cool. En plus de ça, vous pouvez leur mettre un petit icône du culte, hein, qui vous permet de récupérer jusqu'à 3 figurines détruites à votre phase de commandement, et si en plus de ça, vous étiez à la portée d'un objectif, et bah vous allez pouvoir en récupérer des 3+3, ça commence à pas rigoler, parce que si vous voulez jouer dans Lost d'Ascension, moi c'est mon détachement préféré du moins pour jouer cette unité-là, leur règle de détachement va leur permettre lorsqu'ils arrivent des frappes en profondeur de gagner le mot-clé touche soutenue 1 à leurs armes de tir, et en plus d'ignorer les couverts au passage. Si vous y ajoutez un petit primus à 80 points, sachant que ces mecs-là coûtent 65 points les 10 ou 145 points les 20, vous allez avoir nativement, grâce à ce personnage-là, le fait de pouvoir relancer tous vos jets de touche de 1. Et des jets de tir, vous allez en faire une sacrée chier. Ce petit perso, au passage, vous permet, avant le début de la partie, de redéployer 3 unités et d'éventuellement les mettre en frappe en profondeur sans que ça soit compté dans votre limite de renfort. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et si vous avez encore des points, vous pouvez même rajouter une petite amélioration à 20 points sur le primus pour leur faire gagner, lorsqu'ils arrivent des frappes en profondeur, la touche létale, donc le fait de pouvoir blesser directement votre adversaire lorsque vous faites des 6 à la touche. Et justement, côté stratagème dans ce détachement-là, on en a un qui vous permet pour un point de commandement, eh ben, de gagner les touches critiques à 5+. Donc la touche soutenue, ça sera pas que sur du 5, mais, sur du 6, mais bien sur du 5 et du 6. Pour 2 points de commandement, vous pourrez aussi éventuellement cibler une unité ennemie avec 2 de vos unités et avoir un +1 à la blessure, ce qui n'est absolument pas négligeable, quoique un petit peu cher en termes de points de commandement. Et le petit dernier qui est particulièrement casse-couille, puisque pour un point de commandement, lorsque votre adversaire tire sur votre unité, lorsqu'il a terminé de tirer, bah, vous pouvez repartir dans les zones, enfin repartir en renfort stratégique, ce qui veut dire que bah, votre prochaine phase de commandement, vous allez récupérer des figurines, vous allez revenir, vous allez lui péter la gueule, c'est insupportable. Et ces mecs-là sont super intéressants parce qu'ils vont avoir beaucoup d'armes spéciales que vous pouvez utiliser dans leur armée, dans leur escouade. Par exemple, vous allez pouvoir avoir, moi c'est mon préféré, c'est le Weber. Lui, il va pouvoir donc tirer en touche dévastatrice, donc ça veut dire que en blessure dévastatrice, c'est-à-dire que dès que vous allez faire un 6 à la blessure, vous allez directement infliger
une blessure mortelle et c'est une arme à torrent qui tire à des 6 tirs. Vous allez ensuite pouvoir y ajouter des canons sismiques, des lasers miniers, des lance-grenades. Il y a une chier d'armes dans cette unité qui est vraiment intéressante dans le sens où le lance-grenade va avoir 2 profils de tir, un des 3 tirs blast en 4+, force 4, pas de PA, dégâts 1, le lance-grenade anti-personnel classique, et le lance-grenade un peu tanké pour les véhicules, puisqu'on va faire un tir en 4+, de force 9, PA-2, dégâts D3. On passe au laser minier, qui lui va faire un tir sur du 5+, de force 10, PA-3, dégâts D6+1, et pour terminer, on aura le canon sismique, qui lui va tirer en tir rapide 2, donc c'est-à-dire que lorsqu'on est à la moins de la moitié de la portée, donc à 12 pas, on va pouvoir faire 2 tirs supplémentaires, donc ça fera au total 4 tirs, sur du 5+, de force 6, PA-1, dégâts D3. Et pourquoi ces figurines-là sont vraiment... c'est vraiment vital que vous les boostiez à mort au niveau des mots-clés ou encore avec le personnage qui vous fait relancer les touches, etc. C'est parce que ça touche globalement sur du 4+, voire du 5+. Ce qui les rend malheureusement aussi un petit peu aléatoires, donc vous allez vouloir mettre toutes les chances de votre côté pour maximiser la létalité de ces trucs-là, mais je peux vous garantir qu'une fois qu'ils ont tiré, si on a bien géré son histoire, bon, on n'a pas trop merdé ses jets de dés, il n'y a pas grand-chose qui reste derrière. Hein. En plus, moi je les aime bien, c'est mes petits prolos préférés. Et on va terminer cette vidéo par les Berserk, et on dit bien Berserk et pas Berserk, je ne sais pas pourquoi. Les Berserk toniens des League of Votann. C'est les nains en mode berserker nucléaire façon Doomslayer sur une plateforme minière en fusion. Ce sont les unités de choc League of Votann, des clones spécialisés bourrés d'implants qui ont troqué leur sens commun pour des exo-armures et des armes de démolition conçues pour creuser des tunnels à travers un astéroïde. Ou d'ailleurs dans tout ce qui les emmerde selon leur envie et le besoin. Tous ces mecs-là sont des clones spécifiquement conçus pour le combat rapproché et on peut résumer leur enfance à en gros des tutos en réalité augmentée sur comment faire fondre un Space Marine à coup de pioche. Ces mecs-là ont un mouvement de 5, bon bah comme disent les nains. Hein. Nous les nains, nous sommes des sprinteurs, redoutables sur les courtes distances. Une endurance de 5, une sauvegarde de t-shirt à 6+, puisqu'ils sont un peu à poil, malgré leurs implants et leurs exo-armures pour soulever leur arme. Ils sont clairement à poil, mais ils vont avoir en plus de ça un insensible à la douleur à 5+, sachant qu'ils ont 2 points de vie par bonhomme. Ils auront un leadership à 7+, et un objectif contrôle de 1, jusqu'ici rien d'anormal. À savoir que ces mecs-là ont une règle qui est extrêmement forte, surtout aujourd'hui à Warhammer 40 000 dans une méta qui est quand même vachement basée sur le corps à corps. Ils ont la possibilité, lorsqu'ils sont détruits sur un 4+, de taper avant de mourir. Ce qui va en faire une menace quoi qu'il arrive. Même si vous les tapez en premier, s'ils meurent, ils vont pouvoir éventuellement vous taper avant de crever et je peux vous garantir que les mecs ils tartinent. À ne pas négliger, ils ont un petit lance-grenade qui est génial dans le sens où il ne prend même pas la place d'une arme de corps à corps puisqu'on aura quand même la possibilité d'avoir son arme à portée pour taper aussi au corps à corps. Donc vous allez systématiquement mettre ce lance-grenade puisque ce dernier vous permet de tirer sans ligne de vue en D6 tirs de blast, de force 5 avec une pénétration d'armure de -1 pour un dégât de 1, mais c'est pas vraiment pour ça qu'on trouve le tir très utile sur cette escouade, c'est surtout parce que derrière, l'unité que vous allez avoir ciblée et touchée, sur un 4+, vous allez dégager son mouvement de 2. C'est-à-dire que les figurines qui vont vouloir bouger après jusqu'à la fin du tour, bougeront avec un malus de 2, mais que ce soit sur leur mouvement classique, leur advance et leur charge. Et je peux vous garantir que quand on est un Blood Angel qui veut bouger de 12 avec ses réacteurs, éventuellement run et charger, ouais, ça fait chier, hein, -2 au mouvement, c'est pas négligeable du tout et c'est un truc gratos donc on prend. Mais bon, c'est pas de ça qu'on voulait parler avec les Berserk, hein, puisque eux, leur spécialisation, c'est le corps à corps. On a la possibilité de leur mettre soit des haches, soit des marteaux, et le chef d'escouade peut éventuellement avoir un double gantelet concasseur qui pète des bouches. Et donc si vous choisissez le marteau, vous allez avoir des mecs qui vont faire 3 attaques sur du 4+, de force 9, PA-2 pour 3 dégâts flat, je déconne pas du tout, ou éventuellement la hache qui va avoir 2 profils différents, un premier qui vous permet de faire 3 attaques sur du 3+, de force 6, PA-2, dégâts 2, et un deuxième profil qui lui va vous permettre de faire plus d'attaques, donc 6 attaques au total, sur du 3+, de force 4, PA-1, dégâts 1. Au passage, le double gantelet pour le chef peut vous faire 4 attaques sur du 4+, de force 9, PA-1, dégâts 2, avec le profil Twin Linked, ce qui vous permet de relancer vos jets de blessure. Moi j'ai tendance à les préférer en full marteau, mais on peut tenter tout plein de profils différents. C'est une unité qui est plutôt indépendante puisqu'on peut y attacher aucun personnage de l'armée Votann, en tout cas pour le moment. Je vous rappelle qu'on est encore en index sur cette armée-là. Par contre, il faut bien prendre en compte leurs règles d'armée puisque, pour rappel, la règle d'armée Votann vous permet dès le début de la partie de mettre double token de jugement sur 4 unités de l'armée adverse.
Et les tokens de jugement, pour rappel, lorsqu'on en a un sur notre unité, on va pouvoir être touché à +1, et lorsqu'on en a 2 sur notre unité, on va pouvoir être blessé aussi à +1. Donc ces mecs-là qui tapent avec des marteaux normalement en 4+, où on pourrait se dire « c'est pas ouf », bah là, en fait, au final, ils vont taper en 3+, s'ils ciblent la bonne unité. Et en plus de ça, ils auront un +1 à la blessure. Moi, je les préfère dans le détachement de l'index, que je trouve le détachement qui est sorti à Noël pas ultra intéressant. En index, ils vont être super intéressants parce qu'il y a des stratagèmes qui sont assez sympas à combiner avec eux. Notamment pour un PC, un stratagème qui va vous permettre de gagner un -1 de pénétration d'armure supplémentaire par token de jugement qu'il y aura sur l'unité ennemie. Donc ça veut dire que les mecs, ils tapent avec des marteaux qui sont normalement pénétration d'armure de -2, et ben là si on tape sur une unité qui a double token de jugement, on va taper avec une PA de -4, ça va crever. Et pourquoi pas le Void Armor, qui est le stratagème qui permet de baisser la pénétration d'armure de l'adversaire lorsqu'il cible votre unité. Bon, maintenant on est sur du Votann qui est en t-shirt, avec une sauvegarde de 6, donc à moins qu'on soit à couvert et qu'on ait déjà une sauvegarde améliorée de 1, faire baisser la pénétration d'armure, ça va pas vous sauver, mais bon, j'en parle au passage. Je me suis pris cette unité il y a pas longtemps dans la tronche, en 2x10 figurines, c'est assez insupportable. Alors, je vous l'avoue, ça tombe, hein, on les tue. Le souci, c'est que si on va les chercher au corps à corps, on risque de vite s'en mordre les doigts. Le dégât 3, avec que 3 attaques par bonhomme, on a tendance à se dire « ouais, ça va rien me faire ». Bah, je peux vous garantir que moi, tous les chars qu'il a pu rencontrer, ou toutes les figurines qu'il a pu rencontrer, bah, il me les a déglingues. Donc, ça rigole absolument pas. Et on est, mine de rien, sur une escouade qui coûte 100 points les 5 et 200 points les 10, ce que je trouve plutôt bien, c'est plutôt bien évalué. Et je trouve que l'unité est ultra forte en Votann. On n'a pas énormément de létalité au corps à corps en Votann. Les Terminators sont pas ouf. On a l'escouade d'infiltration qui est pas trop mal. On en parlera peut-être d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mais je trouve vraiment que les berserk chtoniens sont vraiment au-dessus du lot. Et si on a envie d'orienter une liste Votann avec un peu plus de corps à corps, je pense qu'on est obligé systématiquement de les jouer. On arrive à la fin de cette vidéo les roommates, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.